Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être ici à la Grâce pour la première fois. Et je remercie les organisateurs et en particulier Dominique de m'avoir invitée. Alors, la guerre d'Espagne est, comme on le sait, un conflit international autant qu'interne, une véritable guerre civile européenne. Elle n'a pas seulement précédé la Seconde Guerre mondiale, elle l'a annoncée et préfigurée. Et on peut vraiment affirmer que le second conflit mondial a commencé à Madrid. Comme les nombreuses commémorations de cette année le rappellent, le dénouement de la guerre d'Espagne a provoqué, début 1939, un exode sans précédent, dirigé essentiellement vers la France. Alors cet exode, que l'on appelle communément depuis une quinzaine d'années, aussi bien en Espagne qu'en France, retirada, désignant une retraite militaire, un repli. Ce mot s'est imposé donc pour désigner cet exode massif de près d'un demi-million de personnes. C'est un événement franco-espagnol qui a marqué et marque encore fortement les deux pays, et particulièrement en France, le Grand Sud-Ouest, mais pas seulement le Grand Sud-Ouest, d'autres régions aussi. Alors je ne vais pas décrire la retirada, ni revenir sur les conditions sociopolitiques qui déterminent son déroulement, mais évoquer brièvement quelques caractéristiques principales. D'abord, c'est un exode sans précédent pour l'Espagne, pour la France et pour l'Europe occidentale. C'est un événement nouveau et unique pour les deux pays, en dépit de leur très ancienne tradition d'émigration pour l'Espagne, d'immigration pour la France. L'Espagne avait engendré au XIXe siècle de nombreux exils politiques, une immigration économique importante, et la France était, au début des années 30, le premier pays d'immigration du monde en proportion, et elle n'avait jamais vu, aucun de ces deux pays n'avait jamais vu un exode aussi important, et c'est le premier exode de population en Europe occidentale au XXe siècle. Cela représente donc un événement tout à fait considérable et unique. L'ampleur de cet exode, d'ailleurs, était largement imprévisible. Ni le gouvernement républicain espagnol, ni le gouvernement français ne prévoyaient d'ailleurs un exode aussi massif au début de l'année 1939. Le gouvernement républicain espagnol était décidé à se battre jusqu'au bout, et à la mi-janvier 1939, le ministre des Affaires étrangères, Julio Álvarez del Valle, avait demandé au gouvernement français d'héberger provisoirement, espérait-il, 150 000 personnes à la mi-janvier 1939. On sait qu'il n'en a rien été. Et c'est un exode, et ça me paraît très important, provoqué par une guerre exterminatrice. En Espagne, la violence de la guerre a touché indistinctement les combattants, les non-combattants, les militaires et les civils. La guerre d'Espagne a été, en Europe, le premier terrain d'expérimentation des bombardements de villes ouvertes, destinés à terroriser les civils. L'Allemagne nazie y a expérimenté sa force de frappe aérienne, et l'Italie fasciste y a réutilisé les bombardements de populations civiles qu'elle avait pratiqués très peu de temps auparavant en Éthiopie en 1935. Par ailleurs, la guerre, qui était une guerre civile au départ, menée par les rebelles à la République, n'était pas seulement militaire, c'était aussi et surtout une guerre exterminatrice. Il s'agissait non seulement de conquérir le territoire, mais aussi et surtout d'éliminer les partisans de la République, de détruire tous ceux qui s'étaient levés, qui s'étaient battus pour plus de justice sociale, notamment pour l'attribution de terres aux très nombreux paysans qui n'en avaient pas. Dès qu'une région était conquise par les troupes franquistes, aidées par les forces des pays fascistes, la répression était systématique, comme cela a été le cas dès l'été 1936 en Andalousie ou en Estrémadure. Et ces victimes, quelles étaient-elles ? Des syndicalistes, des enseignants, des maires, des élus municipaux ou de simples sympathisants supposés de la République. Et ce n'est pas un hasard si l'historien Paul Preston commence son dernier ouvrage intitulé « Une guerre d'extermination » avec cette phrase « Pendant la guerre civile espagnole, près de 200 000 hommes et femmes périrent derrière les lignes de combat, victimes d'exécutions sommaires ou après un semblant de procès. » Troisième caractéristique, c'est un exode qui se produit dans un pays qui venait de se refermer.
La retirade de 1939 n'est pas le premier exode de la guerre d'Espagne, c'est le 4e. Et il est important de la mettre en perspective avec les autres exodes qui l'ont précédé et avec celui qui a suivi, en mars 1939, vers l'Algérie, depuis les ports du Sud-Est. Ainsi, de 1936 à 1938, du fait de l'évolution des fronts, du fait de la conquête progressive du territoire par les franquistes, plusieurs exodes vers la France se sont produits à cause de cette violence de guerre et à cause de la répression. Et des dizaines de milliers d'Espagnols sont venus chercher refuge en France. Lors de la prise du Guipuscoa, la région de Saint-Sébastien, à l'été 1936, ce sont 15 000 personnes qui sont parties. À la fin de la campagne du Nord, à l'été 1937, ce sont 120 000 personnes qui se réfugiaient en France. Et après l'occupation du Haut-Aragon au printemps 1938, ce sont à nouveau 25 000 personnes qui se dirigent vers la France. Et ces 3 exodes ont représenté un contingent d'au moins 160 000 réfugiés. Ces exodes ont été suivis de nombreux retours. Et pour mettre en valeur les différences de politique publique par rapport aux réfugiés, il faut regarder comment ces réfugiés ont été accueillis entre l'été 1936 et le printemps 1938. Le gouvernement de Front populaire de Léon Blum a rapidement élaboré une politique d'accueil des réfugiés conforme à la tradition républicaine et inspirée de soucis humanitaires. Il est demandé aux préfets des départements de procéder à un recensement des locaux susceptibles de recevoir des réfugiés indigents et d'envisager, temporairement du moins, leur hébergement. En mai 1937 encore, une instruction générale sur l'hébergement des réfugiés était dictée et elle veut assurer dans des conditions normales, l'hébergement des réfugiés espagnols, je cite, qui sollicitent leur accueil sur le territoire français, de leur venir en aide par des moyens d'assistance appropriés et d'assurer le contrôle sanitaire indispensable. Mais on voit que cette politique d'accueil commence à diminuer, notamment lorsque le Front populaire tente de se poursuivre sous direction radicale à partir de juin 1937. Et il y a une inflexion très nette vis-à-vis des réfugiés espagnols. En septembre 1937, il est prescrit le rapatriement de tous les réfugiés à la charge de l'État ou d'organismes publics, à l'exception des enfants, des malades, des blessés, parce que les pouvoirs publics veulent alléger les charges de l'État. Et ils craignent aussi la concurrence de la main-d'œuvre espagnole dans certains secteurs d'emploi. Néanmoins, entre l'été 1936 et le printemps 1938, le gouvernement impulse une politique d'accueil digne et humaine par rapport aux réfugiés face à une opinion publique qui est majoritairement méfiante. Mais la volonté politique du gouvernement en faveur du droit d'asile s'impose. Alors, après la parenthèse du Front populaire, à partir d'avril 1938, le gouvernement présidé par Édouard Daladier marque un très net changement dans la politique relative aux réfugiés. Et dès avril 1938, le gouvernement considère qu'il y a en France trop d'étrangers menaçant pour la sécurité du pays. Et des mesures législatives vont être prises pour surveiller, contrôler, réprimer les étrangers dès mai 1938, et pour aboutir au décret du 12 novembre 1938 qui prévoit l'internement dans des centres spéciaux des réfugiés considérés comme indésirables qui ne peuvent trouver un pays pour les accueillir. Et le drame des républicains espagnols en 1939, lorsqu'ils arrivent en masse après la chute de Barcelone le 26 janvier, c'est qu'il se produit un moment particulier de l'histoire française. Ils arrivent en grand nombre, donc près d'un demi-million, dans une terre d'asile qui, depuis avril 1938, encore une fois, cette césure est très importante, s'est progressivement refermée. Alors, pourquoi ? Le facteur surdéterminant qui explique ces conditions d'arrivée des réfugiés sur le sol français, c'est que la guerre d'Espagne a provoqué des clivages importants dans l'opinion publique française et dans la classe politique.
qu'il y a une xénophobie montante en France depuis le début des années 30. Une partie de la population et de la classe politique, partis et syndicats de gauche essentiellement, demandent que l'on accueille dignement les combattants de la liberté, et d'autres secteurs de l'opinion ne cachent pas leur inquiétude face à un flot de réfugiés jugés souvent inquiétants et se déclarent favorables à des mesures de contrôle. On sait aussi par ailleurs qu'il y a une frange de l'extrême droite qui affiche sa haine et son mépris par rapport aux républicains espagnols. Alors la compassion envers les réfugiés est assez largement partagée, mais la méfiance et la réserve dominent, vite supplantées par l'indifférence. Et les républicains espagnols vont inaugurer la longue histoire française de l'internement administratif. Parce que le gouvernement, certes, il est saisi par l'ampleur de l'exode, dépassé par les événements, mais il est partisan, lui aussi, de mesures rigoureuses. Il veut rassurer l'opinion et il va se borner à s'appuyer sur le dispositif législatif qu'il a lui-même mis en place, et notamment ce fameux décret de novembre 1938. Alors, malgré la montée de la xénophobie en France, la tradition républicaine du droit d'asile est certes appliquée, mais elle est appliquée avec tellement de réticence, tellement à contre-cœur, que la France va inaugurer avec les républicains espagnols la longue histoire des camps d'internement qui sont appelés camps de concentration en toute l'année 1939. Ils sont appelés ainsi pour la plupart d'entre eux, dans la lignée du vocabulaire administratif employé depuis les camps de concentration de 1914. Donc, dans cette tradition administrative, quand un terme est en vigueur, il est difficile d'en employer. Donc, l'administration emploie ce terme, camp de concentration en 1939. Et on sait que quelques 275 000 hommes sont internés au mois de février 1939. Alors, je ne détaillerai pas la liste des camps, ce serait trop long. Rappelons ceux du Roussillon, les premiers, Argelès, Saint-Cyprien, le Barcarès, puis ceux du Grand Sud-Ouest, Bram dans l'Aude, Agde dans l'Hérault, Settefond dans le Tarn-et-Garonne, le Vernet d'Ariège, Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques, pour ne citer que les premiers camps. Ce sur quoi il me semble qu'il faut insister particulièrement, c'est que plus que sur les misères matérielles, sur des conditions qui font qu'un certain nombre d'internés vont mourir dans ces camps, faute d'hygiène suffisante, à cause des épidémies qui s'y propagent, notamment la fièvre typhoïde, c'est le cas à Settefond. C'est sur le caractère moral de la déception des républicains espagnols, sur leur humiliation. Surtout ces camps qui sont des non-lieux, des dérogatoires au droit commun, rassemblent comme des prisonniers des hommes qui n'ont pas commis d'actes répréhensibles, qui sont enfermés, internés, non pour ce qu'ils ont pu commettre, mais pour ce qu'ils sont, des indésirables. Et l'internement administratif n'est pas décidé par un juge judiciaire, mais par la seule administration, et ne comporte pas, comme une peine de prison prononcée par un tribunal, ne comporte pas de limite de durée. Et ces camps ont marqué durablement les esprits des républicains espagnols. Nombre d'exilés espagnols, mais aussi de poètes, d'artistes, d'écrivains, ont particulièrement décrit, représenté, exprimé cette douleur d'avoir été accueillis ainsi, eux les premiers combattants antifascistes européens, d'avoir été accueillis comme des malfaiteurs et comme des indésirables. Et les générations suivantes ont encore aujourd'hui cette hantise en tête de l'arrivée de leurs parents sur le sol français. Alors l'exode républicain, quel était-il? C'était un exode politique et culturel, multiforme, divisé. Une particularité de l'immigration politique de la guerre d'Espagne et qu'elle reflète entièrement sur le plan social l'Espagne de son époque. C'est un pan entier de la société espagnole qui est parti, dans des proportions à peu près identiques à celles du pays d'origine. Et les catégories socio-professionnelles les plus massivement représentées
sont les secteurs industriels et agricoles. Les salariés de l'agriculture formaient la grande masse des réfugiés, suivis par les ouvriers spécialisés, surtout ceux de la métallurgie. Il y avait des métallurgistes, des mécaniciens, des électriciens. Et le secteur tertiaire était très diversifié, composé d'employés de commerce, de fonctionnaires, employés, professeurs, instituteurs, militaires de carrière, ingénieurs, membres de professions libérales. Les intellectuels et les artistes étaient également nombreux parmi ces exilés, car ils s'étaient mobilisés intensément en faveur de la République, qui avait favorisé depuis 1931 une effervescence éducative et culturelle incomparable et sans précédent en Espagne. Et la présence importante de réfugiés issus du monde rural marque une spécificité de l'exil républicain. Elle est le reflet d'abord de la place prédominante du secteur agricole dans la société espagnole, mais aussi de la mobilisation des paysans pendant la guerre d'Espagne, notamment dans les collectivités agraires développées à l'instigation des anarchistes et des socialistes de gauche, tout particulièrement en Aragon, en Catalogne et dans le Levant. Alors, l'exil républicain était socialement diversifié, mais il était politiquement divisé, fractionné en mouvements et partis parfois violemment antagoniques. Toutes les tendances qui avaient combattu les rebelles se retrouvèrent en exil. Socialistes, anarchistes, républicains, communistes, poumistes, nationalistes basques et catalans. Les dissensions qui avaient déchiré le camp républicain pendant la guerre se poursuivirent en exil et parfois ont connu une exacerbation importante. Il n'est que de rappeler le clivage de fond entre ceux républicains, socialistes, modérés, communistes, qui plaçaient en priorité la lutte contre les franquistes, et ceux, anarchistes, socialistes de gauche, poumistes, qui souhaitaient mettre en œuvre une transformation du système social existant afin que le peuple ne se batte pas seulement pour une république inégalitaire. Les journées de mai 1937 à Barcelone ont constitué une guerre interne au sein même du camp républicain et marqué la défaite des seconds. Il n'est que de relire George Orwell et Hommage à la Catalogne pour avoir un récit très circonstancié d'un témoin de premier plan. Et en exil, l'âge de la controverse commença, avec des accusations réciproques sur la responsabilité de la défaite. Et les mémoires se cristallisèrent longtemps autour des positions adoptées pendant la guerre d'Espagne, empêchant la constitution d'une mémoire commune. L'histoire des vaincus, je pense qu'on assiste peut-être aujourd'hui à la victoire des vaincus, malgré tout, et elle se situe aussi en France sur un certain plan, des vaincus républicains, qui, au long des années, ce sont eux peut-être qui ont remporté une victoire intellectuelle, culturelle et morale, mais l'histoire des vaincus de la guerre d'Espagne a été lente à s'écrire, et leur mémoire a été occultée aussi bien en France, le pays qui a reçu le plus grand nombre de réfugiés, qu'en Espagne, et pour des raisons évidemment différentes dans les deux pays. Alors, il me semble qu'il n'est pas inintéressant de suivre les phases, afin de suivre les phases d'élaboration des mémoires de l'exil républicain, et d'esquisser une typologie des formes revêtues par ces mémoires d'une génération à l'autre. Il me semble qu'il n'est pas inintéressant de rappeler les contextes de construction d'une mémoire collective de l'exil espagnol dans les deux pays, tant ces mémoires sont liées à ces contextes. Quelles ont été donc les politiques publiques des mémoires dans les deux pays? En Espagne, c'est simple. Le franquisme a diabolisé la Seconde République et les républicains étaient des vaincus dont il fallait effacer toute empreinte. Leurs morts ont été oubliés dans des fosses communes,
tandis que le régime célébrait ses héros et ses martyrs, édifiant de nombreux monuments, notamment la basilique de la Valle de los Caídos, inaugurée en 1959, 20 ans après la fin officielle de la guerre, où sont enterrés encore aujourd'hui le général Franco et José Antonio Primo de Rivera, le chef de la Phalange, et basilique entièrement bâtie par des prisonniers républicains. Le régime franquiste a bâti une politique de mémoire efficace. La longue dictature, évidemment, le lui a permis, et il a voulu, et il a réussi partiellement, à éradiquer toute trace de la Seconde République. Et les républicains étaient des vaincus dont il fallait effacer jusqu'au souvenir. Alors, selon le récit franquiste, les républicains étaient des rouges, que les vainqueurs de la guerre avaient eu raison de combattre et de pourchasser impitoyablement. Pendant des années, au moins jusqu'au milieu des années 60, la seule vision autorisée de la guerre d'Espagne était, dans le pays, c'est l'image d'une croisade contre l'athéisme. Et puis le franquisme a parlé ensuite d'une guerre de libération, encore 30 ans après la guerre. Et après le retour de la démocratie en Espagne, ce n'est que très progressivement que l'histoire de la guerre et de l'exil ressurgit. Le pacte d'oubli de la transition négocié entre les réformistes franquistes et les opposants modérés établissait une vision de la guerre d'Espagne comme une guerre fratricide dans laquelle les responsabilités étaient partagées. Et la loi d'amnistie de 1977, qui permet effectivement qui inclut les délits politiques antérieurs à 1976, contient 2 articles qui instaurent l'impunité pour les actes de violence institutionnelle perpétrés sous la dictature. Alors elle a permis la libération d'opposants politiques encore emprisonnés, mais elle met un point final au débat sur les responsabilités du régime franquiste. Aucune épuration n'a eu lieu, comme l'on sait, et la loi d'amnistie garantit l'impunité des bourreaux. Cette société civile espagnole a pris l'initiative de soulever la chape de plomb qui recouvrait le souvenir de la répression franquiste et de l'exil. Et à partir de 1998, donc au tournant du XXe et du XXIe siècle, il y a l'ouverture, comme vous le savez, de fosses communes où ont été mis les républicains fusillés par les franquistes. Et il y a eu en 2000-2002 des caravanes de la mémoire qui ont sillonné la péninsule pour rendre concrète et sensibiliser le pays à ses exigences de justice. Et ce n'est qu'ensuite que l'exil et la répression franquiste sont entrés dans le débat public. Il y a eu cette fameuse condamnation par les Cortés de 2002, Cortés unanime. Il y a eu la loi de mémoire historique de 2007 qui a permis un certain nombre d'avancées par rapport à la reconnaissance des républicains persécutés par les franquistes. Mais les sentences des tribunaux d'exception ne sont toujours pas abrogées, aujourd'hui encore. Alors des parlements régionaux comme ceux de Navarre ou d'Aragon ont pris des mesures plus favorables aux républicains, mais ça reste très régional. Alors cette loi de 1977, cette loi d'amnistie, constitue jusqu'à aujourd'hui un verrou juridique. Et il est trop tôt pour savoir ce que le gouvernement de Pedro Sánchez, élu l'an dernier, réélu cette année, fera concrètement dans ce domaine. Néanmoins, des signes forts ont été adressés, comme cette volonté de déplacer la sépulture de Franco. Mais vous savez que depuis quelques jours, le tribunal suprême vient de s'y opposer. Ceci dit, ce gouvernement, son chef est venu en France donc en février dernier, aussi bien à Montauban, et c'est la première fois qu'un chef de gouvernement espagnol se rend sur la tombe de Manuel Azaña, symbole de la République espagnole, et a pris acte aussi des conditions des exilés dans le camp d'Argelès, et a rendu hommage à Antonio Machado. Mais les rapports de force politiques en Espagne sont complexes. Quelle sera la marge de manœuvre et aussi la volonté du gouvernement dans ce domaine? Là, la réponse est loin d'être évidente. Quel contexte mémoriel en France au niveau des politiques publiques qui
ensuite va conditionner l'émergence des mémoires. En France, les républicains espagnols sont passés du stade d'indésirables à celui d'anciens combattants oubliés. Ils ont été, au moment de leur arrivée et pendant toute la guerre mondiale, des étrangers indésirables. Et au lendemain de la libération, les gouvernements français issus de la résistance ont soutenu activement les républicains espagnols. Mais l'irruption de la guerre froide et l'entrée de l'Espagne franquiste dans le concert des nations ont fait tomber dans l'oubli les exilés antifranquistes. Alors, cette période de la libération me paraît très importante parce que là, les anciens résistants qui étaient au pouvoir à ce moment-là en France avaient combattu au coude à coude avec les républicains espagnols dans les maquis et ils ont accordé le statut de réfugié très rapidement, en mars 1945, la guerre n'était pas finie. Ils sont intervenus à l'ONU pour faire condamner le régime franquiste. Ils ont fermé la frontière pendant 2 ans suite à l'exécution en Espagne de 11 anciens résistants et qui ils ont été donc fusillés à Madrid. Et ils ont appelé les pays membres de l'ONU à condamner aussi le régime franquiste et à ne pas le reconnaître. Mais la guerre froide va faire qu'effectivement, les pays anglo-saxons ne souhaitent pas remettre en cause le statu quo de la péninsule, l'URSS non plus ne le souhaite pas. Et comme vous le savez, l'Espagne va entrer à l'UNESCO en 1952 et à l'ONU en 1955. Alors, l'année charnière, c'est vraiment 1950. 1950, c'est avoir une influence aussi sur les questions mémorielles, parce que 1950, la politique française donc, est entrée depuis un moment, est très influencée par la guerre froide. Elle redoute une vaste opération de subversion communiste. Elle va interdire toutes les organisations communistes espagnoles de l'exil, et notamment l'amicale des anciens FFI résistants espagnols qui portait une partie de la lutte armée menée en France par les Espagnols. En cette même année 1950, les États-Unis consentent un prêt à l'Espagne, et puis l'ONU va annuler sa décision de 1946 de ne pas nouer des relations diplomatiques avec l'Espagne, et des relations diplomatiques vont être établies donc dès 1951 avec l'Espagne franquiste. Si bien qu'à peine plus de 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'établissement de relations diplomatiques normales entre les deux pays ne pouvait que marginaliser les républicains espagnols. Et avec l'instauration de la Ve République, les relations entre la France et l'Espagne franquiste vont connaître une autre tonalité et un resserrement sensible, car la guerre d'indépendance algérienne va offrir à Franco la possibilité de tractation. La dictature pouvait exiger de la France le musellement des exilés espagnols en échange de la surveillance en Espagne d'activistes partisans de l'Algérie française. Et c'est ce qui se passe. Donc en 1961, les principaux journaux de l'exil, socialistes et anarchistes, fondés en 1944, sont tous interdits. L'expression publique des exilés espagnols va se trouver alors singulièrement réduite. Et en France, il y avait jusque-là, jusqu'à la fin du XXe siècle, il y avait des lieux de mémoire modestes et la reconnaissance officielle de la part de la France sur le rôle joué par les républicains espagnols a vraiment beaucoup tardé. Des initiatives privées avaient très tôt implanté des traces mémorielles de l'exil dans l'espace public français, mais les gouvernements français, dans le cadre de leur politique publique de mémoire, ont attendu largement le XXIe siècle avant de reconnaître le rôle des républicains espagnols dans la guerre et dans la résistance. Alors, il y avait dans différents départements qui avaient été le lieu de batailles importantes où les républicains espagnols avaient eu un rôle. Il y avait de modestes stèles qui avaient été érigées dans le Gard, l'Aveyron, la Dordogne, des
un monument avait été érigé en 1952 à Annecy. C'est une sculpture de Balthasar Lobo qui est dédiée aux Espagnols morts pour la liberté dans les rangs de l'armée française et de la Résistance. À la fin des années 60, un monument a été érigé dans le cimetière du Père-Lachaise en hommage aux Espagnols morts à Mauthausen. En 1978, à Sept-Fonds, un ancien rescapé de Mauthausen est à l'origine de la rénovation du cimetière qui regroupe 81 tombes d'hommes décédés dans le camp. C'est en 1976, mais toujours à l'initiative privée de républicains espagnols, qu'a été érigé le monument de Prayols dans l'Ariège, qui est le lieu d'une bataille importante où les Espagnols ont joué un grand rôle. Mais ce n'est qu'en 1999, donc à la toute fin du XXe siècle, pour le 60e anniversaire de la Retirada, que de grandes manifestations se sont déroulées à Argelès-sur-Mer à l'initiative d'associations en voie de constitution, d'associations mémorielles qui se sont constituées à ce moment-là. Et ce fut l'occasion pour deux ministres en exercice de venir en septembre 1999 à Argelès, reconnaître et prendre acte officiellement des conditions de l'exode républicain. Une plaque de rue a été dédiée à la Retirada, un monolithe a été érigé sur la plage à l'emplacement de l'ancien camp, et un chêne a été planté à la mémoire des enfants enterrés dans l'ancien cimetière. Donc 1999, premier jalon de reconnaissance officielle. Et il a fallu attendre 2004 pour que la ville de Paris reconnaisse officiellement le rôle joué par les républicains espagnols dans la libération de la capitale, puisque vous savez que les premiers véhicules blindés qui sont entrés dans Paris le 24 août 1944 étaient constitués par l'avant-garde donc de la 2e division blindée et par les combattants de la Nueve, la 9e compagnie à dominante espagnole. Donc 2004. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu de très nombreuses initiatives dues à des régions qui ont rendu hommage aux républicains espagnols, notamment en Midi-Pyrénées, en 2004-2005, en Languedoc-Roussillon, en 2009. Et ces manifestations étaient organisées par des régions ou des départements où le poids sociologique électoral, par conséquent, des citoyens issus de l'exil républicain était significatif. Mais jusque-là, aucune parole nationale. C'est en 2014 seulement, 70 ans après la libération de Paris, qu'un président de la République a, le 25 août, pour la première fois, reconnu le rôle de la Nueve et des républicains espagnols dans la libération de Paris. Et dans les semaines qui ont suivi, la maire de Paris a présidé divers hommages. Alors, comment expliquer un tel oubli historique concernant le rôle des républicains espagnols pendant la Seconde Guerre mondiale? Ce trou historique s'explique d'abord par la manière dont la France a écrit très vite et fixé pour des années sa propre histoire de la période des années noires, autour des mémoires dominantes de l'après-guerre, qui est générée par les courants gaullistes et communistes. Oubliés comme les autres étrangers, les républicains espagnols se sont trouvés confrontés à des mécanismes d'occultation spécifiques, clivages suscités par la guerre d'Espagne, et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, encore la guerre froide, qui a eu pour effet d'opérer le retour en grâce du régime franquiste et de plonger dans l'oubli le rôle joué par ses adversaires durant l'occupation de la France. Par ailleurs, la pluralité des mémoires de l'exil rendait difficile une présence forte dans l'espace public français, qu'il soit politique, symbolique ou médiatique. Alors, quelles ont été les diverses strates des mémoires de la première génération? Dans ces mémoires plurielles figurait, selon les tendances idéologiques, le souvenir des désastres de la guerre, pour reprendre l'expression de Goya, celui des batailles de la guerre d'Espagne, autour de Madrid, de Teruel, la bataille de l'Èbre, ou, selon les tendances, encore une fois, ce qui prédominait, c'était le souvenir
du mouvement révolutionnaire, celui des collectivités d'Aragon ou des usines autogérées de Catalogne. Mais cette première génération avait une mémoire de la période républicaine, des mémoires de la période républicaine qui, elles aussi, étaient différentes. Les jugements relatifs à la Seconde République et les héritages revendiqués par rapport à elle étaient différents selon les courants idéologiques et parfois fortement antagoniques. Certains se rappelaient effectivement les répressions des mouvements sociaux qui avaient été malheureusement le fait de la République à certaines périodes. Et en exil, cela provoquait évidemment des stratégies différentes. Les uns revendiquaient la République et voulaient la rétablir à l'identique, et les autres s'interrogeaient sur le type de régime à établir après la chute du franquisme. Certains plaçaient la révolution sociale avant la détermination d'un système institutionnel précis. Il est indéniable que l'activité politique de l'exil a été fortement marquée par les débats relatifs à la République et à son héritage. La mémoire de la Seconde République donc générait des stratégies très différentes. Toutefois, il y avait un point sur lequel les différentes tendances se retrouvaient, c'est que la République avait mené une telle activité culturelle si intense dans le domaine de la culture, de l'éducation, et c'est probablement cette empreinte de la République qui a laissé les empreintes les plus fortes dans le pays d'exil, dans la France. La culture a constitué effectivement le socle de l'affirmation identitaire des républicains espagnols au-delà des clivages idéologiques. Les premières années de l'exil et encore longtemps après la guerre mondiale, les activités culturelles des exilés s'inscrivaient dans la continuité de la République. Comme dans les années 30, la lutte contre le franquisme passait par le combat pour la défense de la culture. L'exil se voulait comme une résistance culturelle. Et comme l'exil était très divers, les cultures aussi étaient plurielles. Les intellectuels qui s'étaient engagés beaucoup en Espagne pendant la guerre et sous la République poursuivaient dans cette voie. Et ils étaient très engagés dans des associations formées essentiellement d'intellectuels. Les organismes impulsés par les Basques et les Catalans s'employaient à préserver les langues et les cultures régionales interdites en Espagne. Le mouvement libertaire, convaincu de l'importance de la culture dans la formation et dans le développement de l'individu, organisait sans relâche des activités culturelles pour des militants, des sympathisants, dans lesquels la mémoire historique tenait une grande place. Enfin, évidemment, l'exil organisait nombre de commémorations, des commémorations qui apparaissaient dans la presse de l'exil, une presse foisonnante, multiforme de l'exil, plus de 650 titres. Et cette presse accordait une grande place à la mémoire historique. Les gouvernements en exil, mais aussi tous les partis, syndicats, associations, voulaient maintenir vivant le souvenir de la République, de ses hauts faits. Mais si la presse de l'exil célébrait unanimement des personnalités reconnues par tous, comme Cervantes, comme Goya, Lorca, Machado, elle divergeait sur les personnages politiques. Évidemment, selon les journaux, on célébrait Pablo Iglesias ou Largo Caballero, Julián Besteiro, ou alors on célébrait Salvador Seguí, Durruti ou Luis Companys. Et selon les tendances, on évoquait le 14 avril 1931, jour de proclamation de la Seconde République, où on évoquait le 19 juillet 1936, qui a marqué le début du déclenchement du mouvement révolutionnaire. La presse de l'exil
n'évoquait pas beaucoup les difficultés vécues dans l'exil lui-même, notamment dans les camps. Et ce n'était pas uniquement dû à une forme d'autocensure par rapport aux autorités françaises qui avaient un œil sur la presse de l'exil, qui la surveillaient. On y parlait peu des camps, et quand on les évoquait, ou alors lorsqu'on évoquait les compagnies de travailleurs étrangers ou les groupements de travailleurs étrangers, on le faisait avec une certaine ironie, un certain détachement. Et les livres publiés ou impulsés par les auteurs de cette première génération ne se situaient pas sur le terrain de la victimisation. Il s'agissait de sortir de l'oubli des combattants. Et dans l'un des premiers ouvrages collectifs qui a été publié à partir de témoignages sur la période de la guerre d'Espagne, des débuts de l'exil et de la résistance, l'organisatrice Francisca Merchan, qui a pourtant payé durement son militantisme en Espagne par des années de prison, affirmait que l'important n'était pas de rendre hommage, mais d'évoquer les motifs qui ont poussé tant d'Espagnols à combattre les fascismes. Et elle disait, nous voulons que soient reconnues et connues les raisons qui motivèrent des milliers d'Espagnols, femmes et hommes, à donner généreusement leur vie et leur futur. Ainsi, le travail de mémoire de cette génération consistait à rappeler les motifs de la lutte. La première génération avait des mémoires diverses, plurielles, qui reflétaient toutes les divisions du camp républicain, mais c'était des mémoires de combattants, des mémoires de lutte, des mémoires de vaincus, mais des mémoires de militants. Quant aux générations suivantes, elles ont évidemment été confrontées à un nouveau contexte mémoriel. En France, comme dans une grande partie du monde occidental, dans un processus véritablement mondialisé, le contexte mémoriel a connu des évolutions depuis 80 ans. La première génération a disparu progressivement. Elle est maintenant extrêmement clairsemée. Et celle qui a vécu la guerre et la révolution en Espagne. Mais aussi, il y a eu beaucoup de changements dans le contexte politique international, avec ce que l'on a appelé, peut-être indûment, la mort des idéologies. Et tout cela a pu changer insensiblement la nature des mémoires d'une partie de la deuxième génération de l'exil. Car une partie de la deuxième génération de l'exil a pu être influencée par ce contexte, même à son corps défendant, par ce contexte mémoriel, international, français. Et certains descendants de l'exil ont parfois eu la tentation de porter des mémoires par procuration, qui souvent leur tenaient lieu d'identité politique absente dans le monde présent. Et dans une période d'effacement des idéologies, de concurrence mémorielle, ces mémoires se sont quelquefois teintées fortement de victimisation, au point de se convertir parfois en des mémoires essentiellement victimaires. C'est que certaines associations mémorielles espagnoles, pas plus que d'autres, n'échappaient au nouveau contexte mémoriel français. En France, depuis le début des années 1970, le modèle jacobin de la nation française, uni au-delà des différences d'origine, a commencé à s'effriter. Ainsi, pour la première fois dans ces années-là, depuis à partir de la guerre des 6 jours de 1967, qui a opposé donc Israël et la Palestine, des Français ont revendiqué leur identité juive. Progressivement, c'est créé, comme l'écrit d'ailleurs l'historienne franco-israélienne et sénatrice française Esther Benbassa, c'est créé ce qui a pu être appelé la religion civile de la Shoah, avec ses commémorations, ses rites et ses saints. C'est elle qui le libelle ainsi. Comme la France sortait alors des guerres coloniales et avait de grandes difficultés à intégrer, et on l'a toujours,
à intégrer les nombreux habitants venus de ces anciennes colonies, il s'est développé, depuis les années 1990, une intense concurrence des mémoires. Et la mémoire juive s'est convertie en paradigme, en modèle de régime victimo-mémoriel, et les autres groupes qui ressentaient une identité particulière, comme les descendants d'Arméniens, d'esclaves ou de colonisés, commencèrent à apparaître dans l'espace public. Et la souffrance est devenue parfois le sentiment d'une identité collective, d'autant que depuis le début du siècle actuel, le XXIe, une obsession mémorielle, une fièvre mémorielle se sont emparées du monde occidental. Le témoin est de plus en plus identifié depuis ces années-là à une victime et devient une icône vivante. Et dans une époque d'humanitarisme, il n'y a plus de vaincus, mais seulement des victimes. Et inévitablement, cela génère des concurrences de mémoire. Et ce régime victimo-mémoriel octroie un pouvoir accru à ceux que l'on pourrait appeler des entrepreneurs de mémoire, auxquels les politiques essaient de complaire pour des raisons électorales. Alors, dans le cas de l'exil espagnol, il est certain que la demande de reconnaissance de la mémoire blessée de l'exil et de son histoire oubliée pendant si longtemps est parfaitement légitime. Elle a été très tardive, comme je l'ai rapidement démontré, très tardive, et elle était légitime, elle aurait dû intervenir bien plus tôt. Mais l'on a vu aussi des dérives de certaines associations, ou plutôt personnes, qui coïncident parfaitement avec ce contexte mémoriel concurrentiel du moment, avec l'émergence du Nieto de Republicano, figure générique et identitaire, produisant une narration victimaire qui efface par ailleurs la complexité du champ politique de l'époque. Parce qu'effectivement, si toutes les victimes sont mises sur le même plan, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a eu tant de tendances idéologiques diverses en Espagne pendant la guerre et qu'elles ont perduré ensuite en exil. Et ce n'est pas effectivement rendre hommage aux combattants de la guerre d'Espagne que de nier leur engagement et la spécificité de leur engagement. Alors, une résurgence des mémoires vives est intervenue aussi bien en France qu'en Espagne à partir de la fin du XXe siècle. Les multiples modes de transmission des héritages culturels et politiques des parents, qu'ils soient passés par la parole, par le silence ou simplement par la manière d'être, ont généré toute une nuance de comportement chez les descendants de l'exil espagnol, formant un nombre infini de mémoires et de vécus, une grande diversité de parcours individuels, irréductiblement différents. Les nouvelles générations se sont réappropriées les prises de position de leurs parents, ou alors elles ont pris une autre orientation, mais elles ont pu aussi les oublier, les nier ou s'y opposer. La guerre d'Espagne a eu des effets différents selon la date de naissance des deuxièmes générations, mais aussi selon les individus. Tant un même événement peut avoir des conséquences différentes selon le caractère et la personnalité. La multiplicité, la complexité des itinéraires personnels interdisent toute généralisation abusive. Mais il apparaît, au travers de récits personnels, que nombre de représentants des générations issues de l'exil espagnol se disent fortement marqués par l'histoire de leurs parents, même si cette conscience est plus ou moins tardive, qu'ils éprouvent de l'admiration pour leurs parents, même s'ils ont pu pâtir des engagements de ces derniers quand ils étaient enfants, qu'ils en ont gardé un sens de l'éphémère et du provisoire, hésitant souvent comme eux à s'installer durablement dans une profession, dans un lieu, dans une famille. Et souvent, cependant, beaucoup d'entre eux disent qu'ils ont senti la nécessité de s'engager dans la société où ils vivent, repensant à leurs parents et reprenant à leur compte les valeurs de ceux qui ont défendu la République et des valeurs. Au-delà de cette mémoire nécessaire, qui est soulignée par le psychiatre Jacques Tosquellas,
fils du grand psychiatre et psychanalyste François Tosquelles. L'oubli nous coupe de nos racines, et comme toute plante, sans racines, pas de vie possible. Un sentiment de forte identité les rassemble et leur fait présentement accepter la pluralité de l'exil. Ce qui apparaît à l'évidence dans le long processus de réémergence des mémoires de l'exil espagnol à la toute fin du XXe siècle, qui constitue un moment charnière, soit près d'un quart de siècle après la fin de la dictature. Et cette réémergence, elle est due aux associations mémorielles, animées présentement par les descendants de l'exil. Je voudrais revenir sur le 60e anniversaire de la Retirada, cette manifestation importante organisée à Argelès en 1999. Au même moment, il y a eu des colloques organisés en Espagne, davantage des colloques universitaires sur la récupération de la production culturelle de l'exil. Mais à Argelès, une semaine entière de rencontres, de conférences, d'expositions et de spectacles. Et cette semaine-là avait été proposée et organisée par ceux qui ont créé ensuite l'association FRI, Fils et filles de républicains espagnols et enfants de l'Exode. Et cette initiative donc, a mis en évidence que les mémoires des républicains espagnols étaient désormais portées par leurs descendants, par ceux que l'on pourrait appeler les héritiers de l'exil. Donc 1999, vraiment point fort de cette réémergence des mémoires de l'exil. Des mémoires à vif, car longtemps oblitérées, voire occultées, tant en Espagne qu'en France, ont été ainsi en cours de réémergence progressive et de forte visibilité en ces premières décennies du XXIe siècle. Et la vitalité de ces mémoires s'explique par le considérable développement, depuis la fin des années 90, des associations mémoriales espagnoles en France, en Midi-Pyrénées, en Aquitaine, en Languedoc-Roussillon, en région parisienne, dans la région centre, en Bretagne, en Limousin, en Bourgogne, en Auvergne, Rhône-Alpes. Et cette grande dispersion géographique des associations témoigne encore, en ce début du XXIe siècle, de la diaspora républicaine espagnole. Diaspora qui s'est produite dès les débuts de l'exil et qui n'a pas... il y a eu une géographie imposée aux républicains espagnols, mais après la Deuxième Guerre mondiale, souvent, les familles sont restées dans les régions où le hasard des compagnies de travailleurs ou des centres d'hébergement pour les familles, des refuges, les avaient placés. Ces associations mémorielles sont très actives. Elles organisent conférences, colloques, cycles de cinéma, fêtes conviviales ou actes commémoratifs sur des lieux de mémoire. Elles reflètent la pluralité de l'exil, la pluralité idéologique, mais elles ont conscience qu'au-delà de leur histoire différente, elles se situent dans un large destin commun. Et il est vraiment frappant de voir aujourd'hui que des animateurs d'associations qui, il y a 40 ou 50 ans, s'invectivaient pour des raisons idéologiques, je pense à plusieurs cas, entre des communistes ou des anarchistes, par exemple, et qui aujourd'hui, chacun gardant son héritage, chacun gardant sa filiation idéologique et ses choix, ils se parlent, ils travaillent ensemble, et beaucoup sont devenus de véritables amis. Alors, une douzaine de ces associations se sont regroupées en 2014 dans une coordination nationale intitulée Caminar, ce qui signifie marcher, cheminer, en évocation à un célèbre poème d'Antonio Machado, qui, comme vous le savez, est mort d'épuisement quelques semaines après son arrivée en France. Il est mort à Collioure le 22 février 1939. Aujourd'hui, cette coordination Caminar est constituée de 18 associations qui sont présentes dans toute la France. Alors pour terminer,
Je voudrais citer quelques extraits de récits livrés par des membres de la deuxième génération qui se trouvent dans le livre que nous avons coordonné, Odette Martinez-Malher et moi-même, intitulé de façon un petit peu obscure, mais ça c'est la faute de l'éditeur qui n'a pas voulu changer de titre, quand nous avons proposé un autre plus explicite, Écriture de la Révolution et de la guerre d'Espagne. J'ai 2 ans et demi lorsque le coup d'État de juillet 1936 dégénère en guerre civile. Âgé d'un peu plus de 5 ans, je traverse la frontière avec ma famille. Mes souvenirs directs sont donc d'une insigne pauvreté. Et pourtant, cette guerre a conditionné ma vie, écrit José Martinez-Cobo. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu en moi le sentiment d'appartenir à l'exil de mes parents. Enfant, je savais déjà que nous étions en terre étrangère à cause d'une guerre, dit Serge Barba. Aussi loin que portent mes premiers souvenirs, j'ai toujours su que ma famille avait été percutée par la violence de l'histoire. Je l'ai ressenti avant même de le savoir, peut-être à cause de la langue espagnole, dit Fernando Malverde. Avec mes défauts et mes qualités, grâce aux valeurs que m'avaient transmises dans ma jeunesse mes parents et les républicains espagnols, j'ai construit une vie de militante syndicale, politique, associative qui me semble digne, dit Raymond Villalba. Quelle que soit la tendance, la plupart des enfants de l'exil, aujourd'hui sexagénaires, septuagénaires, portent fièrement en eux la marque de ce passé. Nous nous sommes tous sentis les enfants privilégiés d'une histoire héroïque, unique, les enfants d'une Espagne très fortement idéalisée, à l'identité culturelle jalousement sauvegardée, écrit Jean Vaz. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette conférence inaugurale. Nous avons le temps pour... Bon, demain, il y aura table ronde et tout ça, mais nous avons le temps pour des questions immédiates, si vous le souhaitez. Attendez, le vrai micro arrive, sinon je vais casser le fil. Bonsoir et merci, bon dia, bonne tarde. Je suis de la deuxième génération. Ma mère est toujours vivante, 99 ans. Bon, elle a un peu d'Alzheimer, un peu beaucoup. Mon père est décédé à 112 ans. Bon, en forme, quand il a décidé que ça suffisait. Il était anarchiste, membre de la division de Routy. On ne peut pas dire donc comme d'une manière vulgaire, il n'avait pas de couilles. Bon. Mais il m'a élevé, oui, bah oui. Nous les Espagnols, les Catalans, on parle comme ça. Mes parents m'ont élevé absolument pas dans la victimisation. Absolument pas. Absolument pas. Je suis français, fier d'être français. La seule chose qui me rattache à la guerre d'Espagne, c'est que mes parents et moi, nous parlions catalan. Et quand je vais voir ma mère, je lui dis encore, je lui dis quelques paroles en catalan. Alors pour moi, c'est important de constituer un peu le contrepoint. Vous avez beaucoup insisté, vous avez cité à plusieurs reprises, prononcé le mot victimaire, victimisation. Mes parents étaient bon, très vite, nous avons perdu le contact avec d'autres Espagnols ou d'autres Catalans. Mais ce dont je me souviens et les souvenirs que j'ai de mes parents, c'est ne pratiquement pas parler de la guerre d'Espagne. Un peu comme les combattants de la guerre de 14-18, on ne parle pas de ces choses-là, ou très peu, ou alors des conneries genre, je vais vous donner un exemple, mon père m'a raconté 2 fois, il ne parlait jamais de la guerre d'Espagne, j'ai appris très tardivement qu'il était à Madrid avec de Routy, et ensuite à l'Ebre. Il me racontait que lors d'une retirade, d'une retraite, il était dans les avant-gardes, observateur. Donc quand il y avait une retraite, évidemment, il était parmi l'arrière-garde, forcément. Il était avec sa mule qui
qui était chargé de son matériel. Et il m'a dit, tu sais, elle savait, pourtant c'est un type intelligent et qui n'est absolument pas croyant en quelque fadesse que ce soit, elle allait en zigzag et je suis sûr qu'elle se débrouillait elle sentait où allait tomber la bombe et au lieu d'aller tout droit, elle zigzaguait. Voilà le genre. Bon, je peux dire que mes parents ont évoqué peut-être, je pourrais compter sur le doigt des deux mains les fois où ils ont parlé de la guerre d'Espagne. La seule chose qui nous rattachait à l'Espagne, à la Catalogne, c'était notre langue, évidemment. Pour le reste, eh bien, ils m'ont élevé comme un Français. Ils ont fini. Ma mère, qui ne parlait absolument pas le français quand elle a passé la frontière, a appris le français. Elle a lu les journaux français. Et puis, ils m'ont élevé, j'étais fils unique, comme un petit Français. Et quant à la troisième génération, ils s'en foutent complètement. Complètement. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre communication. Oui, je voudrais simplement rebondir très rapidement. Effectivement, la première génération n'avait pas du tout de mémoire victimaire, absolument pas. Ce que j'ai évoqué, c'est une petite partie de la seconde a parfois eu cette tentation. Hein. Et bon, voilà. Mais je pense que ça fait partie du passé, parce qu'il y a eu cette réaction saine de constitution d'une coordination qui n'est pas du tout dans cette perspective. Voilà, mais ça fait partie du passé. Enfin, comme je suis historienne, j'étudie aussi le passé récent. Mais la première génération, non, pas du tout, bien sûr. Pas du tout une attitude victimaire. Je ne sais pas s'il faut se lever, mais enfin bon, je le fais également. Mais je voudrais me garder de toute généralisation. Moi aussi, je suis fille d'Espagnol. Je suis bien de la deuxième génération. Mon père était dans la colonne de Durruti. Bon, je salue. Voilà, ils étaient anarchistes, ma mère aussi. Et donc, ne généralisons pas, parce que dans ma famille, on parlait beaucoup de la guerre. Et on parlait beaucoup de la révolution. Et mes parents ont toujours gardé le contact avec leurs compagnons. Voilà, ils ont toujours entretenu des relations étroites avec ce milieu, avec des pièces de théâtre qui étaient jouées, avec des excursions qui étaient organisées en été, enfin une véritable vie de communauté dans laquelle j'ai grandi, ainsi que d'autres enfants de cette première génération. Et voilà, et on avait un souvenir qui n'était pas victimaire du tout, mais qui était porteur d'un certain héroïsme et d'un certain idéal. Voilà, dans le milieu dans lequel je me suis développée, je n'en dirai pas plus, mais c'était pour contrebalancer les propos de mon compagnon de rangée, que je ne connais pas, et pour aller à la troisième génération, eh bien, mes enfants ne s'en fichent pas du tout. Voilà, et je dois dire qu'ils sont porteurs également de ces idéaux, de leurs grands-parents et même de leurs grands-parents. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'effectivement, toute généralisation serait abusive, parce que la transmission est basée soit par le silence, soit par la parole. Je crois qu'il y a eu tous les cas de figure possibles. Bonjour tout le monde. Bon, je suis fille de républicain espagnol. Mon père est d'origine catalane, dans la province de Barcelone. Je voulais parler un petit peu, Madame Dreyfus. Nous avons discuté 5 minutes tout à l'heure. Mon père donc est passé par le camp de Saint-Cyprien, puis Rivesaltes, et à Rivesaltes, il est arrivé à Bram. Alors on dit le camp de Bram, moi je tiens à spécifier que c'est le camp du Pigné de Montréal, dit de Bram. Voilà, ça c'est une chose. Et d'une. Je voulais vous dire aussi, donc, je suis la présidente départementale des anciens guerriers espagnols FFI, section départementale de l'Aude. Et à ce sujet, je tenais à mentionner que, bien sûr, les Espagnols se sont beaucoup impliqués dans la résistance, et notamment dans l'Aude, puisque dans l'Aude fut créée la première brigade nationale par le commandant Antonio Molina et Jesus Rios, qui après est passé dans l'Ariège, et il s'est créé par la suite donc, la 5e brigade donc, départementale de l'Aude. Ceci pour dire en plus une chose, c'est que au sujet de l'exil et des camps dits de Bram, une chose qui nous a quand même pas mal fâchés, disons, c'est que beaucoup ont dit, dans certaines
écrit que c'était le camp modèle. Non, le camp de Bran n'a pas été modèle. Ça a été un camp très répressif, puisque dans l'exposition qui a été créée grâce à Madame Sylvie Kokanas, Monsieur Sagnet aussi, qui était aux archives départementales, il y a bien écrit sur un panneau que d'abord, ils étaient enfermés, prisonniers, carrément, c'était des prisonniers en définitive, et que s'il y avait tentative d'évasion, on les abattait comme des chiens. C'est écrit en toutes lettres. En toutes lettres. Voilà. C'est une petite chose supplémentaire que je tenais à dire sur l'exil et sur les camps, que ce n'étaient pas des camps modèles, c'était des camps atroces. Oui, merci. Merci de vos précisions. Oui, tout à fait. Oui. Pardon ? Oui. Oui. Au sujet du camp de Sept-Fonds, Madame Dreyfus, oui. que je vais m'empresser de lire, vous avez fait, je pense, un énorme boulot. Nous avons une chose qui nous arrive. Sept-Fonds, donc, c'est dans le Tarn-et-Garonne. À côté de Sept-Fonds, il y a la gare de Bourdon, qui est le siège du CIMER, que beaucoup d'associations, 48 associations mémoriales ont créé avec l'amicale des anciens guerrilleros espagnols, des guerrilleros. Et là, à côté de Sept-Fonds, va se monter une industrie, une porcherie industrielle de 6000 porcs. Or, nous avons réussi depuis à peu près 4 ou 5 ans à ce que le camp de Sept-Fonds soit inscrit au... Comment on appelle ça à l'inventaire des mouvements. Voilà. Enfin, c'est pas le camp lui-même, mais le mémorial qui est à côté du camp. Le mémorial, voilà. Qui est à côté du camp. Alors, nous avons lancé depuis l'année dernière là, une pétition sur Internet et tout, parce que absolument, nous trouvons que vraiment c'est une chose vraiment écœurante qu'une porcherie industrielle de 6000 porcs s'installe à quelques mètres du camp de Sept-Fonds. Voilà. Si vous avez entendu parler de ça sur Internet, vous signez, parce que ça, il faut... Déjà, écologiquement, pour l'écologie, pour l'environnement, c'est une chose monstrueuse. Voilà. Oui, merci de le rappeler. Merci de le rappeler. Un recours est en cours auprès du tribunal administratif, porté par plusieurs associations, à la fois environnementales, de défense de l'environnement, et des associations espagnoles, dont le CIMER dont vous parlez, dont Caminar, que j'ai